Louza. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Là, on va complètement plonger au niveau pédagogique et au niveau de notre université. Donc je suis Stéphanie Lou, je suis maître de conférence en gestion et cette petite précision va avoir son importance pour expliquer. Je suis accompagnée par Olivier Cateau qui lui est maître de conférence en informatique. Donc, nous avons développé un dispositif qui s'appelle TIPS, qui est technologie interactive pour pratique de scénario, et on va vous présenter de sa genèse jusqu'à ses cas d'usage. Donc, il faut savoir qu'on est labellisé par ONEJ sur les dispositifs pédagogiques FNEJ et qu'on a obtenu le deuxième prix de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Notre dispositif est déposé sous Creative Commons pour que ça puisse se diffuser le plus facilement possible. Donc, pour les origines de Tips, c'est parti d'un besoin tout simple qui était le mien. Voilà, j'avais besoin de former mes étudiants qui n'avaient pas d'intention entrepreneuriale, mais qui seront plus tard des acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux, c'est-à-dire des accompagnateurs à la formation, à la création d'entreprises, des experts comptables, des futurs conseillers bancaires, dont les former à l'accompagnement entrepreneurial. Et j'avais un peu de mal à trouver les entrepreneurs qui voulaient bien jouer le jeu de manière récurrente et surtout pour 165 étudiants. Donc, avec Olivier, au moment où il y a eu cette démocratisation de l'IA, déjà, voilà, en informatique, il m'a acculturé, on parlait d'acculturation tout à l'heure. Donc, on a suivi pas mal de formations dessus et surtout de se dire, ben, il faut qu'on prenne la vague en même temps que nos étudiants, voire un tout petit peu avant. Quand on s'est aperçu aussi que quand nos étudiants utilisaient l'IA, c'était surtout l'IA générative, je parlais, pardon, c'était surtout, et pour dire les choses très simples, ChatGPT, c'était surtout parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leurs compétences, dans leurs connaissances, et qu'ils s'en remettaient à quelqu'un d'autre. Donc nous, notre idée, elle a été de la prendre un peu à contresens et de se servir justement de cette IA générative pour leur apprendre à converser avec un interlocuteur virtuel et renforcer la confiance dans leurs compétences. Si vous allez le voir, on va mettre les étudiants en posture d'expert. Donc, avec Olivier, voilà, on peut dire qu'on s'inscrit dans ce mouvement de scholarship and teaching and learning, c'est-à-dire qu'on va voir notre enseignement avec des yeux de chercheur et on va regarder ce qu'on fait en recherche aussi avec des yeux de pédagogue. Donc, on a travaillé effectivement sur gestion et informatique, hein, mais vous vous doutez qu'un tel enjeu, et on a été rejoint par Laurent Térési, qui est maître de conférence en droit public, pour nous alerter sur toutes les questions et les conséquences juridiques de l'utilisation de l'IA. L'équipe d'Olivier s'est renforcée avec Cédric Tessier sur le travail sur les compétences. Moi, j'ai été rejointe par Christophe Leronas, qui travaille également en pédagogie entrepreneuriale. Et nous avons aussi nos collègues didacticiens des langues, pardon, Monica Laes-Galan et Denis Toffoli, qui sont venus nous rejoindre. Donc, TIPS, en fait, à quoi ça va servir? Ben, c'est pour dynamiser les études de cas. Donc là, je vais m'adresser essentiellement aux enseignants. Quand on forme nos étudiants, bien souvent, on leur transmet une étude de cas en version papier. Ils lisent l'étude de cas, ils surlignent les informations importantes pour faire un diagnostic et amener les préconisations. Là, on va rentrer l'étude de cas dans TIPS. Et c'est l'étudiant qui, en posant ces questions, et selon les questions qu'il pose, qu'il va avoir les informations pertinentes pour traiter le cas. Et ça, pouvoir tracer l'ensemble des interactions, c'est-à-dire les questions que les étudiants ont posées à leur interlocuteur virtuel et les réponses qui ont été données, ça va nous permettre de rentrer dans la boîte noire du processus d'accompagnement et de rentrer vraiment dans cette posture et dans les interactions. L'outil de l'IA générative nous permettant de tracer toutes ces interactions, ces liens, va également nous permettre de mettre en place une évaluation formative personnalisée, c'est-à-dire de rompre avec la myopie de l'enseignant. C'est comme un peu si on pouvait suivre les 165 étudiants qui ont posé des questions à cet entrepreneur virtuel. Donc, nos deux objectifs pédagogiques, c'était vraiment de développer une posture d'expertise de l'étudiant et de renforcer leur autonomie, leur engagement
et d'avoir également un apprentissage critique et réflectif. Donc pour le faire, pour passer dans cette approche interactionniste de développer l'empathie, on s'est appuyé sur des références théoriques en accompagnement entrepreneurial, en éducation entrepreneuriale, mais également sur l'éthique des IAG, sur l'utilisation des traces en informatique. Et je vais laisser la parole à Olivier qui va rentrer dans le détail du déroulé pédagogique. Alors, avant d'entrer dans le détail du déroulé pédagogique, quelques petites informations techniques, c'est-à-dire que l'application Tips qu'on a développée, qui permet d'échanger avec l'entrepreneur virtuel, en fait, on définit le modèle, c'est-à-dire les caractéristiques de l'entrepreneur virtuel qui sont fournies à l'IA générative pour jouer ce rôle-là. Et on utilise une API. Alors, au départ, on est parti sur l'API de OpenAI, qui, qui est à l'origine de ChatGPT. Et j'en profite pour remercier Olivier Wang et toute l'équipe d'ILAS, j'espère qu'il est encore connecté, parce que depuis peu, nous sommes connectés aux infrastructures du consortium ILAS, et ce qui permet déjà d'utiliser des infrastructures souveraines et de pouvoir monter un petit peu en confidentialité des données. Et puis ça fonctionne très bien avec ce consortium. Donc encore un grand merci par rapport à ça. Bon, ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein. L'idée, c'est d'envoyer au travers de cette API une requête à l'intelligence artificielle où on indique le modèle de LLM qu'on veut utiliser, quel est le degré d'exactitude qu'on veut obtenir avec la température. On envoie la liste de l'ensemble des messages qui ont eu lieu déjà précédemment dans la conversation, y compris le message système, c'est-à-dire le modèle de départ, et bien sûr l'intelligence artificielle, l'infrastructure d'intelligence artificielle nous renvoie la réponse qu'on peut ensuite publier sur le site de TIPS. Alors en termes de déroulé pédagogique maintenant, donc vous avez ici une modélisation BPMN où on retrouve la modélisation du processus TIPS, où on fait intervenir à la fois l'enseignant et l'étudiant. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on fait intervenir l'intelligence artificielle à deux niveaux. L'intelligence artificielle que vous retrouvez en haut, qui est le modèle, c'est-à-dire qui joue le rôle de l'interlocuteur virtuel, mais on s'en sert également pour aider l'enseignant à analyser l'ensemble des échanges qui ont pu avoir lieu pour répondre, pour créer un conseil à destination des étudiants ou faire une analyse de ce qui a été fait. Donc, si on regarde un petit peu plus près, il y a une phase de dialogue entre l'étudiant et l'interlocuteur virtuel, et on demande bien ici à l'étudiant d'être en posture d'expert, hein. Ce n'est pas l'IA qui est l'expert, mais c'est l'étudiant. Et c'est à lui d'essayer de comprendre la situation de l'entrepreneur virtuel et de lui proposer des préconisations. Donc on inverse un petit peu les rôles par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître avec l'IA. Par contre, quand on est côté enseignant, l'IA est ici utilisée comme une aide à l'évaluation formative pour un enseignant myope. C'est-à-dire qu'on va demander à l'IA d'analyser l'ensemble d'une conversation et de nous proposer un conseil. Pour revenir à ce qui a été dit dans la présentation précédente, hein, sur l'IA de confiance, on a toujours un rôle en tant qu'enseignant de contrôle et de vérification de ce qui est proposé par l'IA avant de le publier et de le rendre visible par les étudiants. Alors, TIPS ici, c'est une aide au recueil de données, puisqu'on trace l'ensemble des conversations qui ont eu lieu. Et c'est aussi une aide au traitement des données vis-à-vis de l'enseignant pour pouvoir générer des conseils. On est aussi dans un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire que on va demander aux étudiants d'établir un retour d'expérience et une évaluation du dispositif. Et côté enseignant, le fait d'avoir joué tout un modèle avec une promotion d'étudiants, c'est autant d'éléments qui vont nous aider à améliorer le modèle pour les prochaines promotions. Donc en termes de fonctionnalité, l'outil permet de dialoguer. Alors au départ, on était parti avec un, mais on a pu le tester. On peut dialoguer aussi avec plusieurs interlocuteurs virtuels, c'est-à-dire que dans le modèle, on définit plusieurs rôles et les étudiants vont pouvoir discuter avec l'ensemble de ces interlocuteurs virtuels.
L'enseignant va pouvoir créer son cas. On a une dynamique de travail de groupe, c'est-à-dire que les étudiants peuvent être à plusieurs sur une même conversation. Toujours dans le travail de groupe côté équipe enseignante, on peut à plusieurs encadrer un certain nombre de groupes d'étudiants. Nous, typiquement, en bachelor universitaire de technologie, on a des situations d'apprentissage et d'évaluation où on a 35 groupes à gérer à plusieurs, donc on avait besoin de ça. Et on a aussi des fonctionnalités d'enrichissement du modèle en cours de conversation. Alors, ça peut intervenir à plusieurs niveaux. On s'est aperçu, par exemple, dans certaines situations, qu'on avait oublié des paramètres essentiels sur le modèle de départ. Et donc, on va pouvoir enrichir ce modèle en cours de conversation pour pouvoir Corriger une corriger hallucination. cette hallucination, etc. Voilà. Ce qui peut être aussi intéressant pédagogiquement, c'est on peut ajouter des éléments perturbateurs. Donc, vous êtes dans une situation d'entreprise, vous pouvez imaginer que ben, la situation de l'entreprise change, ou se passe un événement, il y a un krach boursier, ou enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments perturbateurs qu'on peut introduire comme ça en cours de conversation pour voir comment les étudiants réagissent. Et aussi, on peut aussi ajouter des précisions pour la progression pédagogique, c'est-à-dire que on peut modifier la tâche qui était attendue des étudiants pour les faire progresser et améliorer le séquencement. Et la génération de conseils, nous l'avons utilisé dans un premier temps pour évaluer la qualité des prompts des étudiants et les aider à améliorer leurs prompts quand ils dialoguent avec l'interlocuteur virtuel. Mais on l'a aussi utilisé dans une autre situation, c'est-à-dire qu'on voulait évaluer si les étudiants jouaient réellement leur posture d'expert et quels conseils on pouvait leur donner pour qu'ils jouent pleinement ce rôle en tant que posture d'expert. Je te redonne la main sur les cas d'usage. Donc, sur les cas d'usage, lors de l'introduction de ma présentation, je vous ai dit, ben voilà, moi j'avais besoin d'un outil pédagogique pour accompagner de futurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc, on l'a utilisé dans des cas d'accompagnement d'entrepreneurs virtuels. Alors, vous verrez toujours, j'ai toujours dit entrepreneur virtuel. Pourquoi? Parce qu'on est très sensible aux données qu'on va donner dans le cas. Donc, ce sont des données fictives. Avec voilà, ILAS, on peut se permettre d'avoir des données plus anonymées, mais au tout début, on faisait très très attention à ne pas donner de données réelles d'entreprise. On était vraiment très attentif à cela. Donc, on l'a utilisé pour conseiller Pierre, hein, qui est le dirigeant d'une entreprise qui fait des produits surgelés et on doit l'aider à la transformation numérique de son organisation. Ça, c'était avec des BUT3 GEA. Ils ont dû aussi accompagner nos étudiants Marius, qui est un entrepreneur du bâtiment de la région toulousaine et qui doit actualiser sa proposition de valeur pour transmettre l'entreprise à sa fille. Sophia, qui est une ingénieure agronome qui a démissionné de son emploi et qui veut se lancer dans la création d'entreprise. Gaston, qui a hérité du bar tabac de son grand-père. Il sait juste un truc, c'est qu'il ne veut pas vendre le bar tabac, mais qu'est-ce qu'il doit en faire? Il ne sait pas trop. Et une situation également de management de la PME où Colline doit fidéliser sa clientèle, du moins c'est ce qu'elle annonce au départ, mais en réalité, elle veut surtout trouver les moyens de pouvoir embaucher son apprenti. En fait, dans tous ces cas d'usage, ce qui est important de comprendre, c'est que les étudiants vont devoir vraiment renforcer leur capacité d'empathie, de bien comprendre quel va être le besoin réel de l'entrepreneur pour pouvoir le conseiller au mieux. On est essentiellement dans des situations frugales en termes de ressources, dont les étudiants vont devoir aussi faire preuve de créativité et de bien prendre conscience de cette limitation des ressources pour pouvoir faire les recommandations adéquates. Donc là, on est sur des cas que nous avons créés directement pour ces problématiques de SAE spécifiques dans notre IUT, mais on peut aussi dynamiser des cas existants. Alors, si certains d'entre vous sont en IUT, peut-être ils connaissent la centrale des IUT et le Kamatski, dont on a travaillé avec nos collègues du Kamatski qui avaient monté le cas pour dynamiser ce cas existant. Et là, effectivement, on a plusieurs interlocuteurs virtuels parce que c'est une histoire de reprise d'entreprise, de rachat. Donc, il fallait bien
différents interlocuteurs, c'est tout à fait probable. Alors, j'ai parlé beaucoup de cas de gestion et vous allez vous dire, mais en fait, on peut le faire que ça. Ben non, c'est aussi possible on a eu nos collègues de GE2I, on a pu le tester avec un artisan électricien qui faisait face à une complexité technique sur un projet d'envergure. Donc là, il fallait arriver à le guider. On l'a eu aussi sur nos collègues en mathématiques, sur une chef d'entreprise qui recherche une optimisation et qui va demander conseil. Nous l'avons eu aussi sur un collègue de mathématiques qui s'en est servi pour ses étudiants de GE2I qui devaient expliquer à un élève de troisième les sommes de fractions littérales. Nos collègues de santé, nous sommes avec Olivier dans une université scientifique dont on a eu la chance de pouvoir présenter TIPS à nos collègues de santé, donc par exemple sur un patient atteint de logorrhée en orthophonie, sur le cas d'une institutrice enceinte qui interroge sur certains de ses symptômes, et c'est justement là où on pouvait mettre au milieu de la conversation, voilà, un changement, elle fait un malaise, c'est constante change, qu'est-ce qui peut se passer? On l'a eu aussi en agronomie avec un agriculteur qui s'interroge sur la gestion de l'eau. On peut l'avoir aussi en langue sur une étudiante anglaise qu'il faut installer à Toulouse ou en littérature pour conseiller un jeune homme qui cherche un nouveau roman à découvrir. Donc, à un moment donné, voilà, ces cas qui étaient conditionnés à la gestion nous ont peu échappé. C'est-à-dire que dans les disciplines où on travaille sur la méthode des cas, hein, pour le dire très simplement, avec diagnostic, préconisation, sur la phase de diagnostic et sur cette phase d'interaction, TIPS peut être tout à fait utile. Donc, TIPS a un chiffre, voilà, il a touché 15 institutions, il y a eu plus de 1000 conversations générées, on est un peu, on va dire, j'allais dire un peu moins de 800 utilisateurs ou un peu plus de 750 utilisateurs. On a pu, avec Olivier, animer 10 ateliers. Il y a 331 sujets qui ont été générés dans TIPS, c'est-à-dire 331 études de cas, même si on inclut les sujets tests. Et nous avons pu mener à bien deux communications scientifiques pour montrer cet ancrage dans la théorie, mais aussi l'application face à nos étudiants. Dans les dessous de type, c'est les perspectives. Donc déjà, voilà, Olivier l'a dit, on a pu avoir la chance de participer à ce consortium national ILIAS, donc qui peut permettre l'utilisation de cas réels, ce qui a été beaucoup demandé aussi par certains de nos collègues qui travaillent en BTS pour pouvoir l'utiliser. Donc, on peut être directement implémenté sur, je ne sais pas si on dit implémenté, mais bon, on est présent sur le Moodle de nos universités, ce qui va faciliter l'accès pour les étudiants, mais aussi la génération pour les enseignants. Donc, si vous allez voir Tips à l'heure actuelle, effectivement, on a une ergonomie de l'outil qui est un peu encore à la phase prototypage. Donc, nous avons un alternant qui vient d'arriver dans nos locaux pour travailler justement à cette ergonomie de l'outil. On va essayer de renforcer l'usage pour accompagner le créateur de sujets et surtout essayer de créer une communauté des utilisateurs de Tips pour échanger des sujets, échanger des pratiques. Dans les perspectives, et là je vous livre un peu le futur de Tips, ce qu'on est en train de réfléchir dessus, c'est aussi comment il pourrait, à l'issue de ces conversations, aider les étudiants, et là c'est bien Tips qui aiderait les étudiants, à prendre conscience des compétences qu'ils ont développées, voire à pouvoir les accompagner dans la réalisation de leur portfolio. On a un point sensible qui est celui du coût environnemental. Donc, on limite l'utilisation de Tips comme un appel téléphonique entre un interlocuteur virtuel et le groupe d'étudiants qui est à conseiller. Donc, on va le limiter dans le temps pour bien prendre conscience de ce coût environnemental. Il y a aussi, voilà, dans la suite, l'utilisation et la gestion des différentes langues. Si vous avez envie de découvrir un peu plus Tips, on est bien entendu là pour répondre à vos questions. Mais voilà, on a mis en lien le petit déjeuner aux neiges qu'on avait fait. Il y a un webinaire sur la communauté des talents pédagogiques. Vous pourrez voir aussi Laurent Térési expliciter cette partie sur l'éthique et le droit. Et je vous ai mis en lien les deux communications que nous avons pu faire. Merci. Waouh, bravo. On a Merci pour essayé de cette tenir le temps. présentation. Ah, ouais, non,
Le temps chez nous maintenant, c'est une notion un peu aléatoire. Tu nous avais accordé Merci. 20 minutes, Christophe, on a tenu les délais. Ah, mais j'accorde toujours 20 minutes. Après, ça dégénère. Super. Moi, j'ai appris plein de choses. J'avais noté des questions, mais au fur et à mesure que des explications, bah, vous avez répondu à mes questions, notamment sur les volumes de conversation. Ça, j'ai eu les choses. C'est le processus pour améliorer une modèle, hein. Plusieurs fois, vous avez dit on améliore le modèle, hein. Est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi techniquement? C'est du RAG, c'est un fichier PDF que tu vas remettre dans le RAG, c'est quoi? Non, en fait, c'est une zone de texte qui peut être plus ou moins longue, dans laquelle on va décrire la personnalité de l'interlocuteur virtuel, le contexte de son Donc, c'est dans entreprise. le prompt que toi tu utilises Voilà, pour. mais c'est D'accord. le prompt que va créer l'enseignant. C'est quelque chose que l'étudiant ne voit pas. Ouais. Euh, voilà. Et donc, ce modèle, en fait, cette grande zone de texte, à un moment donné, dans la conversation, on peut le faire évoluer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des messages dits système que les étudiants ne verront pas, mais qui vont permettre de modifier le comportement des réponses de l'intelligence artificielle générative. D'accord. On fait évoluer notre étude de cas. Ouais, ouais. Euh, Alors attends, j'avais une autre question. Si quelqu'un a des questions, allez-y, hein. Putain, j'ai perdu ma question, je ne l'avais pas notée. Généralisation. C'était quoi? Alors, deux choses aussi. Est-ce que tu pourras me donner le support que je le mette sur la page du meeting? Sans problème. Et puis les liens des références sur les articles aussi, je les mettrai dans la base IA Forsup. Ah oui, ah, oui, Juliette, il y a une question. Alors, c'est plus une remarque qu'une question, parce que votre présentation, d'abord, merci, parce que c'est très instructif et rafraîchissant. Est-ce que vous êtes au courant de l'initiative de l'école d'ingénieurs qui s'appelle ECE, qui, eux, ils viennent de créer pour les étudiants, donc c'est une école d'ingénieurs, hein, un petit robot qui s'appelle Milo et qui est au service des étudiants pour les étudiants. Et en fait, c'est un peu le bon camarade, hein, qui va prendre les cours pour les étudiants, qui va synthétiser les cours pour ceux qui sont absents, etc., etc. Vous êtes au courant de cette initiative-là? Non. Non, Et Non, en on a fait, vu, oui. et vraiment, enfin, moi, j'avais trouvé ça super sympa. Et puis en plus, ces étudiants, ils ont beaucoup d'humour parce que parfois, ils répondent avec la voix du directeur de l'école. Euh, Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en utilisant l'IA générative et les nouvelles techniques, alors, c'est pas l'étudiant qui va répondre aux devoirs, hein, c'est l'étudiant virtuel qui va aider l'étudiant à répondre aux devoirs, mais c'est le bon camarade qui est là pour la prise de notes, pour les synthèses de cours, pour ce genre de choses. Ah ben, Donc quelqu'un, c'est Jean-Marie connaît il nous a mis le oui, c'est lien dans ça. le. Voilà. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci. Avec, Merci. Mais avec plaisir. Bon, on va aller voir. On est on a adopté avec Olivier une posture différente. C'est là, ce sont les étudiants vraiment qui doivent être en possession du savoir. Et Tips est vraiment là pour les. Alors, la prochaine version Tips, effectivement, sera là pour les accompagner. Mais à l'origine, on était surtout axé sur comment arriver à leur faire reprendre confiance dans leurs compétences. Ça a été vraiment notre point d'ancrage au départ, dont la posture d'expert a pu nous permettre cela. Alors d'ailleurs, on arrive à des situations assez cocasses parfois, hein, où ils discutent avec l'interlocuteur virtuel et ils ouvrent ChatGPT à côté pour poser des questions. Voilà. Voilà. Ce qui n'est pas gênant pour nous parce que ChatGPT ne voit pas le modèle qui a été créé par l'enseignant. Mm. Donc, il y a un Ouais, moment donné où il faut que l'étudiant se prenne en main de toute manière. Donc, d'accord. Euh, Ça y est, il y a Olivier qui a une question. Olivier? Vas-y, Christophe, si tu as retrouvé ta Non, question, non, que non, je me non, la je reperde. l'ai noté cette fois-ci, donc je ne vais pas l'oublier. Vas-y. Ouais, j'avais deux questions. En fait, comment est-ce que tu t'assures de la sécurisation des requêtes que les étudiants ont formulées, par exemple? Est-ce que tu as des systèmes pour éviter que
ils se mettent à faire dire n'importe quoi finalement à l'outil parce qu'ils ont appris des techniques de jailbreaking de modèles. Voilà. Alors, nous, on s'adresse surtout à des étudiants de gestion, donc on n'est pas trop confronté à ce genre de situation. Euh, Après, il y a quelque chose aussi qui responsabilise pas mal les étudiants parce qu'ils savent que de toute façon, l'enseignant a accès à l'ensemble de la conversation. Oui, oui, d'accord. Donc, tôt ou tard, s'il commence à essayer de dériver, ça va se voir. Ok. Oui, du coup, ça reste un outil pas vraiment libre service finalement, mais encadré d'un point de vue Ah, ça reste un pédagogique. outil pédagogique encadré et ils savent qu'ils sont évalués aussi là-dessus et on leur annonce clairement dès le départ, oui. Ok. Et sinon, pareil sur les outils, alors je pense que c'est un peu différent, mais moi je vais repérer un outil qui s'appelle ChatMD. Je ne sais pas si Christophe on en a parlé ou pas auparavant, mais Non. c'est fait par les collègues, des collègues du secondaire, plutôt à vocation de, on va dire, tutoriel assisté en fait. Euh, donc du coup, bah, bon, je t'invite à regarder du coup Olivier à Ça l'occasion. marche. Voir peut-être penser si en tout cas Tips est partagé, peut-être le faire héberger sur la forge de l'éducation nationale aussi, parce que c'est un peu le dépôt des projets publics dans l'enseignement. D'accord, ben merci pour l'info, oui. Ouais, c'est Et puis Jérôme. merci pour la référence à ILAS. On est très content qu'il la serve. Ben, nous aussi, on est très Ouais. contents parce que ça marche très bien. J'ai retrouvé ma question. C'était sur la gestion des feedbacks, hein. Tu dis que les enseignants, ils ont accès aux conversations et que ça peut alimenter les feedbacks. Ça prend combien de temps aux enseignants? Est-ce qu'ils sont, c'est automatique? Tu permets un traitement manuel? Comment ça se passe? Alors, c'est pas automatique, c'est-à-dire que l'enseignant doit accéder à la conversation. En bas de la conversation, il a la possibilité d'ajouter un conseil. Et ce conseil, soit il est complètement manuel, c'est-à-dire que l'enseignant va écrire son conseil, il va le publier et le rendre visible pour les étudiants, mais il a la possibilité de générer ce conseil par IA. Et à ce moment-là, il y a un prompt qui est proposé à l'enseignant qui reprend l'ensemble de la conversation. Le prompt qui lui est proposé, c'est peux-tu analyser la qualité des prompts des étudiants, mais il peut très bien le changer. C'est comme ça que ça nous a permis, nous, de tester la posture d'expert de l'étudiant. En fait, on choisit ce qu'on veut faire évaluer par rapport à l'ensemble de la conversation. D'accord. Donc à partir de là, la requête est envoyée sur les infrastructures d'ILAS, on va Mhm. refaire de la pub. Et, une fois qu'on a la réponse, ben, elle est affichée à l'enseignant qui la vérifie, bien entendu. Hein, et une fois qu'il l'a vérifiée, corrigée, il peut la publier et la rendre visible pour les étudiants. Donc quand on a 35 groupes, comme ça nous est arrivé en SAE, là, à encadrer, euh, si on devait passer du temps à regarder l'ensemble des conversations une par une, il y a eu des conversations qui faisaient 100, 200 messages, hein, donc c'est Ouais. énorme. Donc ça nous fait gagner un temps, mais faramineux, quoi. Mm. En Mm, fait, mm, mm. la temporalité pour demander, quand on gère ces groupes d'expérience, c'est quand on commence à sentir parfois les groupes quand ça commence à aller moins bien. Où on a vu un groupe qui commençait à ne pas poser des questions centrées vraiment pour pouvoir faire le diagnostic. Ça va permettre de recentrer et vraiment de mettre en place une évaluation formative à ce moment-là, de leur dire ben, attention, ou c'est bien continué. Ils sont très, quoi, voilà, nos étudiants sont très friands de ces conseils qui, comme ils reprennent en plus, ils sont pas bien sûr, ils sont génériques, hein, mais ils vont reprendre vraiment des points de leur conversation, ils se sentent directement Donc ça fait des affectés. retours un peu personnalisés et ça, les étudiants aiment beaucoup. Ce qu'on a pu Ouais. constater également, c'est que souvent, c'est les meilleurs groupes qui posent le moins de questions parce que les questions sont pertinentes. Et donc, ils obtiennent plus rapidement les réponses que ceux qui tournent en rond et qui posent sans arrêt les questions un peu analogues, quoi. Donc là, tout se fait en fait en interaction texte. C'est par des prompts qu'on rentre. Il n'y a pas de Oui. discussion, il n'y a pas d'envisager de passer par la voix pour faire ça, ou on reste au mode Alors, ça texte. fait partie des demandes des utilisateurs, surtout de nos collègues de langue. Ouais. Ouais. Surtout nos collègues de langue, mais pour l'instant, c'est que du texte. D'accord. Et moi, j'ai Mais une je dernière sais question. que Olivier Oui. m'a dit que ILAS avait prévu
de fournir comme service le passage de la voix au texte, donc ça va nous aider à avancer sur ce côté-là. Putain, il avait dit qu'il dirait ça que le 6 novembre. Euh, Non, je confirme, il n'y a pas de scoop, hein. Effectivement, c'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux. Et moi, Voilà. j'ai une dernière question, après je lâche la faire, c'est quel est le coût de tout ça? Est-ce que tu as un coût de fonctionnement, tu as des abonnements, tu as un coût serveur? Comment? Alors, là, actuellement, c'est hébergé par Onej. Donc, c'est Onej qui supporte les coûts d'hébergement et aussi les coûts liés à l'utilisation de l'IA. Donc, surtout quand on payait l'abonnement OpenAI. Pour ILAS, c'est en cours de définition, les coûts. Et donc, pour les utilisateurs, en fait, toutes les universités qui sont adhérentes à Onej peuvent bénéficier gratuitement de l'outil. Voilà. Euh, et puis pour On a eu quelques cas de composantes où l'université avait du mal à faire l'adhésion à Onej. On essaye de trouver des solutions pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser. Voilà. D'accord. Et tu restes au niveau des universités, tu parlais des BTS et plutôt des lycées. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ils sont sur neige Alors en aussi? fait, c'est qu'on a fait un atelier où il y avait à la fois des universitaires et Des lycées. des lycées qui étaient présents. Et sur l'Académie de Toulouse, on a des inspecteurs qui ont trouvé la démarche très intéressante et on est encore en discussion avec eux pour pouvoir l'utiliser au niveau rectorat. Donc en fait, nous, notre but, c'est qu'un maximum d'utilisateurs puissent l'utiliser. Mais donc on le fait pour que tout le monde puisse s'y retrouver, aussi bien Onej qui supporte les coûts de fonctionnement que les utilisateurs, pour pas que non plus que ce soit une solution trop onéreuse pour eux, quoi. Voilà. Ouais. Et alors moi, une petite question sur la charge serveur. Je suis bavard, hein. Sur la charge serveur, tu peux mettre combien d'étudiants, combien de groupes en parallèle qui posent des questions en même temps? Ça Les répond tests qu'on assez a vite. fait, nous, on avait des promos de 160 étudiants qui discutaient en même temps sur l'outil. Ça a posé Donc, aucun souci. donc 160 étudiants, ça fait combien de groupes? On 35. était à 35 groupes Ah ouais, ça commence à faire, ouais. ouais, en même temps, ouais. Donc ça te génère 200 questions sur une session de 2 heures? 35 questions, ouais. Oui, oui. Oui, Donc par groupe. ça se gère. Ok. Mais en même temps. En Voilà, même c'est temps, ça. ouais, ouais. C'est Ouais. ça qui est intéressant. Ouais, parce que si ça lag, si ça prend du temps, on les perd, nos jeunes, là, assez rapidement. Non, c'est assez réactif hein, comme système. Bon, bah, impeccable. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, juste sur ce que vous venez de dire, Nicolas Ménager pour l'IH2EF, bonjour. Justement, sur ce coup-là, c'est grâce à l'utilisation de l'IAS que, en termes de charge, c'est transparent pour vous. Comment ça se passe? Parce que c'est un ping-pong serveur, question, serveur, réponse. Donc, C'est s'il ça. y a 200 questions par groupe, 35 groupes, ça fait 8000 questions sur la session, grosso modo. Ça veut dire que ça, c'est pas une charge parce que ça n'est que du texte. Et donc là, je m'adresse peut-être plutôt à Olivier qui a présenté l'Ilias tout à l'heure, mais c'est peut-être pour ça, non? Je sais pas si je réponds du coup, Olivier. Ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, en fait, non, c'est vrai que du coup, enfin, il a ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fédération mutualisée d'établissements dans le SR, donc on a plusieurs data centers qui sont reliés pour ce type de service. Honnêtement, pour l'instant, on n'a pas fait de stats très poussées sur qui consommait quoi à quel moment, donc on est plutôt à l'aise aujourd'hui hein, sur les serveurs qu'on expose. Et en fait, sur le volume, enfin, il faut se remettre un peu l'ordre de grandeur. Je sais pas, Olivier, si tu avais fait des stats sur le nombre de tokens que ça représente au total, si tu as essayé de regarder un peu, mais euh, voilà, nous, enfin, en termes de pic, on est normalement, en tout cas depuis la rentrée, là, on a augmenté significativement les capacités, donc on n'est pas en difficulté là-dessus. Et puis globalement, c'est pas un volume énorme en fait hein, à l'échelle de l'ensemble des établissements, donc bon, on parlait de tarifs tout à l'heure. Je sais pas, même Olivier, tu pourras avoir une estimation, j'imagine, avec l'abonnement PNAI que vous aviez auparavant.
j'imagine que c'était pas non plus des milliers d'euros, en fait. Non, c'était pas des milliers d'euros. Alors, avant d'être sur ILAS, on avait fait une SAE sur une après-midi avec tous nos étudiants. Ça nous coûtait moins de 10 dollars, hein. C'était des coûts largement supportables. Euh, donc, comme tu m'as dit que vous seriez encore moins cher, ça sera parfait. Ouais, Encore, je t'en prie. je conviens, en fait, nous, on prend des modèles beaucoup plus petits. Oui. Du coup, faut qu'on détermine les coûts, mais on devrait être en dessous des coûts par API des modèles commerciaux parce que on fait pas de marge, en fait. On sert les établissements, on paye l'électricité au prix des serveurs, enfin, un peu d'amortissement de serveurs, voilà. Donc, c'est pas, du coup, j'ai pas de chiffres vraiment parce qu'on n'a pas fait d'analyse. Mais par expérience, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas un point de douleur aujourd'hui. Voilà, nous, justement, on cherche, enfin, du coup, j'en profite un peu, mais on cherche au niveau d'ILAS des établissements qui souhaitent expérimenter le service qu'on propose, parce qu'on pense que ça marche. En tout cas, pour ceux qui utilisent, on a plutôt des bons retours. Et donc, on cherche des collègues prêts à tester le service et puis qui ont des projets de ce type-là ou des services web qu'ils opèrent. Donc, moi, enfin, j'avais parlé de Ragaren il y a un petit bout de temps déjà. Mais bon, depuis la rentrée, nous, on est branchés sur ILAS et toutes les questions qui passent dans le chatbot, on est, on a un peu plus de 1000 utilisateurs réguliers sur la plateforme. Bon, tout passe par ILAS et pour l'instant, j'ai pas de plainte d'utilisateurs pour me dire qu'il y a des problèmes de saturation ou de latence, etc. Donc oui, et puis ça, c'est plutôt devant nous la question des coûts. Après, je dirais que là, pour l'instant, oui, c'est pas. Ce qui coûte cher en réalité, c'est l'investissement de départ sur les machines. Voilà, il y a un gros ticket d'entrée. Mais comme on a des machines souvent dans les data centers qui existent et qu'on essaie de mutualiser en essayant de faire en sorte d'utiliser les moments où elles sont pas occupées par d'autres choses, voilà, ça reste du coup marginal, quoi. Ouais, pour compléter en termes de positionnement, en fait, vous doutez bien que Onej n'a pas de data center, ni de serveur d'IA, etc. Donc, Onej s'est positionné vis-à-vis d'ILAS en tant que consommateur de ressources. Voilà. Et les data centers, eux, sont fournisseurs de services. Tu les as appelés contributeurs, si je me souviens bien, oui. C'est ça. Puis bon, Bertrand est dans la salle. On discute avec la MU pour essayer de gérer tout ça d'un point de vue, on va dire, contractuel à terme, quand on sera en régime de croisière. Mais là, de toute façon, enfin voilà, tout le monde, hein, tous ceux qui participent, il y a force où je vous invite à nous contacter. On est ouvert à expérimenter là-dessus. Puis ça nous permet d'avoir aussi des données pour essayer de calibrer cette offre-là et de voir quel tarif à terme on pourrait établir Ouais. entre nous, quoi. Et à la fois en termes de charge et de qualité des réponses, entre ce qu'on a connu avant avec OpenAI et maintenant avec ILAS, alors après, on utilise des petits modèles aussi, hein, donc ça aussi, ça joue. On n'a pas vu la différence, quoi. C'est aussi réactif, les qualités des réponses sont quasi identiques. Enfin, voilà, quoi. Ça marche très bien. Voilà. Ça, on en parlera le 6 novembre aussi de ces problématiques-là. Je vais me faire l'intermédiaire de l'impresario de Nicolas. Nicolas Ménagier, à Poitiers, a un besoin. Il dit, tiens, ça serait bien pour ma pédagogie que je mette en place un tips pour mes étudiants. Est-ce que c'est possible de me conseiller? Est-ce que c'est possible de me faire quelque chose? Est-ce que je dois tout faire par moi-même? Ben, Qu'est-ce que tu lui qui, réponds, Olivier, à Nicolas? qu'il nous C'est sûr contacte que et c'est moi. on va étudier la question. Il n'y a pas de souci. On peut trouver des solutions rapidement. Le plus simple, c'est de paramétrer le Moodle de l'université pour qu'il se connecte directement à Tips. Ça évite toutes les créations manuelles de comptes et ça fait gagner beaucoup de temps et ça rend un peu les choses transparentes pour les utilisateurs. D'accord, non, mais tu peux expliquer, tu peux former, accompagner un petit peu au Oui, démarrage? oui, on organise effectivement des formations. Là, on est en train d'en programmer une avec Onej. Donc D'accord. ça, on le fait. On a des webinaires qui ont été enregistrés aussi, où on a fait quelques démos. Donc ça aussi, ça peut se retrouver. Euh,
On est dans une démarche assez constructive avec Onej, c'est-à-dire que ils ont bien compris qu'il fallait pas bloquer les utilisateurs. S'il y a un besoin pressé, on y répond et on réglera tout le volant administratif plus tard. C'est pas grave ça. Voilà, on D'accord. est vraiment dans une démarche vertueuse où tout le monde avance, quoi. Voilà, On essaye de voir ce que ça donne. c'est Et pas ça. impeccable. On a fait le tour, plus de questions. On Eh a même ben, des collègues québécois qui vont l'utiliser. oh là, voilà, si, il y a Jacques qui vient de nous quitter, on a parlé de compétences. Je voulais le Jacques Tardif. T'es parti, Jacques? Je viens de dire au revoir. Je voulais lui poser mettre sur les compétences et tout. Non, il est parti. Eh ben, merci l'équipe de Toulouse pour cette présentation. Je pense qu'on rembêtera pour tout ça. Olivier, Avec plaisir. voilà, Avec plaisir. on reviendra vers vous s'il y a des questions. Moi, je ferai suivre. J'en profite qu'il y a encore un peu de monde. On a tenu les 2 heures. Tout le monde est quasiment resté. Pour le programme de la prochaine fois, j'ai un programme déjà qui est prêt pour la prochaine fois. J'ai déjà un peu parlé tout à l'heure avec 2 interventions qui sont prévues, un peu dans la suite de Tips, hein, un simulateur d'études de cas en médecine. Donc avec le projet Doc Simulator qui s'est présenté par c'est Kevin, je crois, si ma mémoire est bonne. Ce projet-là. Donc il viendra nous en parler. Ici ou Kev. Ah mince, Kevia, comment il s'appelle? C'est Kevin, oui, c'est ça. Et deuxième intervention, ça sera Maxime Fourme de l'association Posia, qui l'idée, c'est de réfléchir. Alors, au-delà de cette association-là, on voit plein d'organismes qui disent il faut des communs, il faut faire attention, ou qui alertent sur l'IA. Donc, ce sera l'occasion de réfléchir avec Maxime sur les démarches qui sont en cours, de faire un peu le bilan des démarches qui sont en cours autour des gens qui alertent sur les mésusages des IA, les problèmes qu'on risque d'avoir. Bon, on a eu des super présentations aujourd'hui avec des super trucs enthousiasmants. Il y a des choses moins enthousiasmantes. Donc, il faudra faire un peu attention. Grand merci à tout le monde pour vos présentations, pour le temps. On a tenu les 2 heures pile poil, à 1 minute près. Ah, c'est du génie. C'est du à ce niveau-là, c'est du génie. Merci tout le monde pour vos présentations. Et puis, donc, le prochain rendez-vous, c'est le 16 octobre à 15h. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, à Merci, au bientôt. revoir. Merci, au revoir.